Salut tout le monde! Avant de passer à votre épisode du jour, je dois vous parler du sponsor de ce dernier, Democracy International. Si vous habitez dans un pays rongé par la dictature et le socialisme, alors vous rêvez forcément de liberté et de prospérité. Mais vous ne savez pas forcément comment insuffler ces vraies valeurs dans votre nation. Et c'est là que Democracy International peut vous aider. Il vous suffit de remplir un formulaire en ligne avec quelques informations indispensables sur votre pays et une équipe de professionnels sera envoyée dès que possible pour rétablir la dignité humaine et relancer une économie de marché florissante. Donc n'hésitez pas à les contacter, hein. En plus, avec le code MARKETFOREVER, vous aurez jusqu'à 5% de réduction de l'appropriation de vos terres rares et jusqu'à 10% sur celle de vos hydrocarbures. Bon, pour être honnête avec vous, je suis un peu emmerdé là. Je vais peut-être devoir arrêter les vidéos, parce qu'en fait, il paraît que depuis que Trump veut démanteler l'USAID, le journalisme indépendant est gravement menacé. Donc ça veut dire que potentiellement je me retrouve sans avenir moi en fait. Parce que oui, après tout, que serait le journalisme indépendant sans les brouettes de dollars du gouvernement de l'Empire ? Et je dirais même, que serait le monde sans cette générosité, cet élan de bienveillance de l'État américain qui veut prendre soin des populations les plus démunies? Je suis sur place, je vous répète, je suis sur place. Non, c'est votre responsabilité, ces gens n'ont rien. Il faut agir. Alors, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va revenir sur toute cette histoire du USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, et essayer de dégager un peu la vraie nature de cette organisation. Parce que depuis que le nouveau chef de l'État impérial a décidé de lui couper les vivres, nos grands médias s'en affolent dans une guirlande de copier-coller qui décrivent tous l'USAID comme une œuvre humanitaire qui investit dans le développement de pays dans le besoin. Ce décret, il provoque un climat de chaos et d'inquiétude, particulièrement dans les pays les plus vulnérables, qui sont pour certains aujourd'hui fortement dépendants de l'aide américaine. Et techniquement, c'est pas tout à fait faux, hein, mais pour le dire poliment, c'est très incomplet. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire le taf pour mettre à mal cette image d'œuvre de bienfaisance que l'USAID et d'autres organisations du même genre ont toujours voulu se donner, et pour essayer de comprendre ce que signifie vraiment son potentiel démantèlement par les nouveaux maîtres de la Maison Blanche. America's pride, Europa's human freedom. No end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great. Okay. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Le premier truc à dire, c'est que nos grands médias n'ont pas tort quand ils disent que l'USAID mène des œuvres humanitaires un peu partout dans le monde. Comme souvent, l'arnaque réside dans ce qui n'est pas dit. Mais vous en faites pas, j'y arrive rapidement. Dans un premier temps, il faut bien reconnaître la réalité des programmes d'aide menés par l'USAID sur une grande partie de la planète. Et c'est vrai que ce gel du financement peut avoir des conséquences immédiates désastreuses à certains endroits. Il y a des projets pour le très court terme, donc qui apportent de l'aide humanitaire d'urgence dans des zones de conflit ou de pauvreté extrême, que ce soit de la nourriture, de l'eau, des soins, etc. Et d'autres qui se concentrent sur le plus long terme en fournissant une aide au développement ou encore en faisant la promotion de la démocratie, mais ça on va y revenir aussi. En guise d'exemple typique, on peut citer le programme PEPFAR, qui est sous l'égide du gouvernement états-unien et qui a pour mission d'apporter des traitements contre le VIH dans une centaine de pays, et notamment sur le continent africain. Hélène Anyango compte et recompte sa petite réserve de comprimés, des antirétroviraux qu'elle doit prendre tous les jours pour vivre avec le VIH. Il ne lui reste plus qu'une semaine de traitement. Dans le comté de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, ils sont nombreux à défendre de PEPFAR, un programme mis en place par les États-Unis pour fournir ces médicaments onéreux. Mais Donald Trump l'a brusquement suspendu fin janvier pour 90 jours. Côté alimentaire et développement, il y a aussi un bon paquet de projets, par exemple le programme Yedgiri au Burkina Faso, qui a pour but d'aider les locaux à développer un certain modèle d'agriculture et d'élevage adapté aux conditions sur place. Et on peut en citer des douzaines d'autres du genre, hein. Vous pouvez aller consulter les versions archivées du site de l'USAID pour ça. Moi je suis vraiment pas là pour faire leur pub, et vous allez comprendre pourquoi. Personnellement, j'identifie deux grands niveaux de critique, ou plutôt de dénonciation hein, pour être honnête, qu'il faut adresser à ce genre de programme et à l'USAID. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais garder le plus élevé pour la fin.
Le premier niveau de critique qui est visible assez rapidement, c'est le cadre idéologique dans lequel ces programmes d'aide sont conçus. Je m'explique avec un exemple assez représentatif. Au Maroc, l'USAID co-gère et cofinance le projet AGEVEC, qui a pour but d'améliorer l'accès à l'emploi des jeunes Marocains. USAID is contributing 2.6 million to help the youth or the students with their ability to sell themselves, to have professional communications, to write resumes, to understand what the job market is, prepare themselves for that market. Bon, je crois que c'est assez clair ici, le but est d'orienter l'avenir des jeunes pour qu'ils apprennent à mieux se plier aux règles d'un marché de l'emploi concurrentiel qui permettra à des capitalistes de mieux exploiter leur force de travail. Donc c'est un programme qui s'inscrit totalement dans les clous du système, et qui, de ce fait, le renforce. Et déjà rien que ça, c'est éminemment politique, donc critiquable sur un plan politique. Et j'ai pris cet exemple parce que je trouvais que c'était un des plus flagrants, hein, mais on peut retrouver ce genre de logique dans beaucoup d'autres projets qui ne concernent pas de l'aide d'urgence. Et ça nous amène au deuxième volet de ce niveau de critique qui est encore bien plus structurel. Tous ces programmes menés ou financés par l'USAID s'inscrivent dans un cadre politique bien précis. L'impérialisme. Et là, on va prendre 2 secondes pour enfin replacer un peu les choses. Déjà, l'USAID n'est bien évidemment pas une ONG, une organisation non gouvernementale, puisque justement, c'est une organisation qui est tout ce qu'il y a de plus gouvernemental. Elle a été fondée en 1961 par Kennedy, et c'est un organe direct du département d'État, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Et jusqu'à la décision de Trump, elle était donc directement financée par le budget de l'État fédéral des États-Unis, à hauteur d'environ une quarantaine de milliards de dollars chaque année, ce qui représente moins de 1% du budget total de l'État. Voilà, ça c'est pour les chiffres de base. Maintenant, on va tenter de schématiser le mécanisme global de manière très simple. Si on se place dans le focus actuel des grands médias, on voit seulement ce flux d'argent qui part des États-Unis, par la volonté de son gouvernement, vers tout un tas de pays qui font face à des difficultés diverses. Donc, si on reste en surface, on peut voir ça comme un don généreux. Peut-être intéressé, mais un don tout de même. Sauf que le petit problème, encore une fois, c'est que le monde fonctionne en régime impérialiste. Donc, au niveau économique, ça signifie que les échanges entre les pays du Nord impérialistes et les pays qu'on appelle du Sud global sont extrêmement inégaux. Pour simplifier à grands traits, les classes bourgeoises des pays impérialistes exploitent les ressources et la force de travail du Sud global, et c'est cette exploitation qui constitue une grande partie de leur richesse. Donc, on voit bien que dans ce cadre, l'aide humanitaire gouvernementale n'est que le rendu d'une petite partie de ce qui a été pillé. Il n'y a vraiment pas de gratitude à attendre pour ça, hein. Mais c'est même pire que ça en réalité. Parce que cette aide humanitaire existe pour essayer d'endiguer autant que possible des problèmes de pauvreté, de manque de développement ou les conséquences de conflits armés. Et ces situations désastreuses, elles tombent pas du ciel. Elles sont les conséquences directes de la pratique concrète de l'impérialisme. Et là, on peut multiplier les exemples, hein. La situation en Irak est une conséquence directe de la guerre éclair des États-Unis qui a détruit les institutions du pays et a créé les conditions pour l'émergence de Daesh. La destruction de la Libye en a fait un véritable enfer sur terre à base de guerres incessantes pour le pouvoir et de trafic d'esclaves. La guerre au Kosovo a largement aggravé les tensions ethniques et a enterré pour longtemps un espoir d'apaisement. Les sanctions contre la Syrie ont plongé son peuple dans la misère. Le blocus de Cuba maintient l'île dans la pauvreté depuis plus de 60 ans. La guerre pour les ressources en République démocratique du Congo a déjà fait plusieurs millions de morts. Et ces derniers temps, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on assiste en direct à l'une des plus horribles boucheries de ces dernières décennies. Et je m'arrête là, parce que le but dans cette vidéo c'est d'expliquer un peu, et pas de vous foutre le moral en dessous du niveau de la mer. Donc, je reprends. Au final, toute l'ironie grinçante de ce système est là. Les impérialistes ravagent des zones et leur population, pillent les ressources et s'enrichissent avec, puis rendent quelques miettes pour compenser une infime partie de la dévastation qu'ils sèment. Et bien sûr, il faut pas oublier de leur dire merci. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement américain pour tous les millions de dollars apportés dans mon pays dans le cadre de l'allègement de la souffrance des plus vulnérables au Mali. Et d'ailleurs, au passage, encore une fois, le cas de la Palestine est le révélateur le plus flagrant de ce genre d'absurdité. Parce que oui, l'USAID a distribué de l'aide à Gaza. Donc le gouvernement américain fournit à Israël les bombes qui sèment la mort et la destruction à Gaza, et envoie dans le même temps un peu de nourriture et de soins pour les survivants. Ah oui, c'est cocasse. Mais attendez, on n'a pas fini, il y a encore des douilles dans cette histoire. Pour un programme de soins d'urgence, il faut bien acheter des médicaments, du matériel médical, des vaccins. Et surtout, pour des programmes de développement, il faut payer des consultants, des experts qui sauront bien organiser tout ça. Si, je vous jure, ils sont indispensables. Et ben c'est là qu'interviennent les fameux partenaires privés. Et autant vous dire tout de suite qu'on n'est pas sur de la PME. Unilever, Ernst & Young, Dalberg Advisors, Chemonic International. Visiblement, l'USAID a une curieuse préférence pour des grosses multinationales occidentales.
gouvernementale. Et concrètement, ça veut dire qu'une bonne partie de cet argent qu'on donne entre guillemets à des populations dans le besoin revient en fait à la maison pour engraisser les bénéfices de ces très grandes entreprises. Et pour ce qui est de la proportion du budget qui part là-dedans, c'est difficile à savoir en moyenne et ça varie selon les cas et les années, mais par exemple, en 2008, pour l'Afghanistan, un rapport de plusieurs agences présentes sur place a estimé que 40% des fonds repartaient vers les pays donateurs pour les profits de leurs entreprises concernées. Un autre rapport de 2013 montre que pour un programme en Haïti, c'était presque la moitié. Mais vous allez peut-être me dire que bon, c'est peut-être un peu cher, mais c'est pas de l'argent qui part en fumée, il sert à payer des biens et des services concrets pour les gens sur place. Alors c'est vrai dans certains cas, comme l'achat de médicaments, de matériel médical ou de nourriture, mais les chiffres et les entreprises que j'ai mentionnées ne concernent pas beaucoup ces domaines, hein. Là, on parle de consultants qui produisent des PowerPoint, des rapports et des recommandations logistiques. Et pour l'exemple, je rappelle que l'USAID a noué un partenariat avec le groupe Unilever, qui détient un bon paquet de marques de biens de consommation, comme Ben & Jerry's, Knorr, Magnum, Cif, Axe, et l'USAID s'y est associé dans le cadre d'un programme de lutte contre la pollution plastique. Vous vous foutez de moi là? Et dans tous les cas, ça ne change pas le problème de fond. Prétendre que cet argent est un don généreux quand une part très significative sert en fait à faire tourner le business des pays entre guillemets donateurs, c'est extrêmement malhonnête. Mais ce qui est peut-être encore pire, c'est que cette aide crée et maintient nécessairement une dépendance des pays bénéficiaires envers le pays donateur, en l'occurrence les États-Unis. Et ça, c'est justement flagrant aujourd'hui. Le gouvernement états-unien décide du jour au lendemain de couper les vivres et c'est la panique partout. Et dans le passé, les programmes d'aide ont naturellement servi de moyen de pression diplomatique envers certains pays, comme le Pakistan, pour lequel l'aide a été conditionnée à sa coopération dans la fameuse guerre contre le terrorisme. Bon, je sais, ça fait déjà beaucoup, mais il faut qu'on passe au pire. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé seulement des aspects profondément problématiques de la partie aide humanitaire de l'USAID. Mais le plus gros problème, c'est que le rôle principal de cette organisation est bien différent. Comme je le disais tout à l'heure, l'USAID est une agence créée et dirigée par le gouvernement américain. Donc à partir de là, ce serait quand même d'une naïveté extrême de considérer qu'il va pas s'en servir pour défendre ses intérêts stratégiques. Et de fait, c'est bien ce qu'il a fait depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que, au-delà même de son versant humanitaire, intéressé et profondément dysfonctionnel, l'USAID est une véritable arme d'ingérence politique. Donc c'est le moment d'aller chercher des exemples historiques et de sortir quelques dossiers. Et tout commence dès le début des années 60 au Vietnam, pendant la guerre dévastatrice des États-Unis contre le pays. Le gouvernement du Sud-Vietnam était l'allié des Américains, pour pas dire leur marionnette, mais les communistes du Nord entretenaient malgré tout une certaine influence parmi la population du Sud, que les Américains ont donc cherché à contrer. Ça s'est traduit par la mise en place de ce qu'ils ont appelé les hameaux stratégiques. Concrètement, ça consiste à déplacer de force des paysans de leur village pour les mettre dans des espèces de hameaux barricadés pour les isoler des combattants du Nord et surtout empêcher qu'une entraide se construise avec eux. Et niveau qualité, c'était pas du 3 étoiles, c'était des bâtis construits à l'arrache, certains n'avaient même pas d'habitation décente et les locaux devaient se démerder pour en construire eux-mêmes. Et ben, dès 1962, l'USAID participe à ce bel effort de guerre en se chargeant de l'acheminement des matériaux et des aspects logistiques. Et en 1967, elle augmente son implication avec le programme CORDS, une coopération entre organisations civiles et militaires pour gagner les cœurs et les esprits au Sud-Vietnam, et qui avait pour but d'ajouter aux opérations militaires une forte activité de propagande et de projets de développement. Voilà, donc dès le début c'était comme ça. On flingue vos familles, on ravage votre pays, et après on vient vous apprendre à replanter des carottes. On avance de quelques années et on change de continent, direction le Nicaragua. Petit rappel, dans les années 60 et 70, une opposition très forte gagne de plus en plus de puissance contre la dictature de Somoza, et la lutte aboutit à son renversement en 1979 par les Sandinistes, un mouvement populaire socialiste. Évidemment, Washington ne voit pas ça d'un très bon œil, et la politique de Ronald Reagan consistera tout simplement à armer, financer et entraîner des milices d'extrême droite, les Contras, qui sèmeront la terreur dans le pays pour affaiblir le nouveau régime. Selon le propre récit de Ted Morse, qui a dirigé le projet de l'USAID au Nicaragua, l'agence avait la charge de maintenir les Contras prêts et armés pour fournir un moyen de pression pendant le processus des accords de paix pour l'Amérique centrale en 1988. Et depuis cette époque, l'USAID n'a pas cessé d'être un vecteur de l'ingérence américaine au Nicaragua, surtout depuis 2006, l'année où les sandinistes sont revenus au pouvoir par les urnes après en avoir été écartés dans les années 90. Et si on reste encore un peu en Amérique latine, les cas d'ingérence directe envers le Venezuela sont fréquents, comme ça a été exposé par des câbles diplomatiques
diplomatiques publiés par Wikileaks qui parlent d'isoler Hugo Chavez ou encore de pénétrer et diviser la base chaviste. Et bien sûr, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale ont été un gigantesque bac à sable pour l'USAID, qui a bien joué sa partition dans les fameuses révolutions de couleur qui ont suivi la chute de l'URSS. Ici, le but c'était de renverser et de balayer les restes des gouvernements socialistes pour ouvrir ces pays à la belle et sainte économie de marché. Tout profit juteux qui en découlerait pour des entreprises états-uniennes serait bien évidemment tout à fait fortuit. Autour de cette table, les représentants des principales organisations américaines présentes sur place. Mike Stone, 52 ans, ancien journaliste, dirige l'association Freedom House chargée de défendre la liberté de la presse. Brian Campbell, 48 ans, 15 ans de Kyrgyzstan, dirige le bureau de USAID, spécialiste dans l'aide au développement. David Greer, 43 ans, juriste, chargé de former les Kirghizes à l'économie de marché. Première surprise, ici, tout le monde assume son rôle sans complexe. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des États-Unis. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller fouiller dans la base de données du Cablegate sur Wikileaks, vous trouverez plein d'exemples de planification d'ingérence à Cuba, au Venezuela, en Haïti, etc. Mais ces dernières années, l'USAID s'investit particulièrement dans un secteur d'activité bien précis, les médias. C'est pas pour rien que Reporters sans frontières s'est affolé de la décision de Trump et a claironné que c'est tout le journalisme indépendant qui est menacé. Oui, parce que indépendant et financé par le gouvernement américain dans la même phrase, visiblement ça les fait pas tiquer. Bon, c'est sûrement un problème de définition des termes, hein. Le fait qu'ils ont eux-mêmes reçu de l'argent du gouvernement américain n'a très certainement rien à voir. Récemment, au milieu de toute cette histoire, l'USAID a été obligé de déclassifier un gros document interne sur sa stratégie internationale face à la désinformation. Et franchement, je vais pas faire genre que je suis surpris parce que j'y ai lu, hein, mais quand même, c'est d'un niveau qui est quasiment caricatural. La désinformation est un fléau qui met en danger nos belles démocraties, il faut qu'on arrive à contrôler ce que les gens voient, le fact-checking apporte la vérité, et surtout, la désinformation massive ne provient que de la Russie et de la Chine. Bah oui, c'est bien connu, hein, les désinformateurs, c'est les ennemis de l'alliance euro-atlantiste. Nous, on est neutre et factuel, et on apporte la vérité aux gens, on leur permet la liberté d'esprit et de penser. J'avoue que parfois, quand je suis très fatigué, j'aimerais vraiment avoir le même système de pensée que ces gens. Tout doit être si simple et confortable. Et il y a vraiment des passages assez pépites quand même, hein. Notamment une attaque contre les écosystèmes de médias alternatifs qui seraient devenus des acteurs prééminents de la désinformation. Bon voilà, le média, Elucid, Blast, Off Investigation, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Et une exhortation dans le même paragraphe à s'intéresser aux forums ou aux plateformes de gamers comme Reddit ou Discord qui leur permettent de collaborer et de valider leurs propres interprétations du monde qui s'éloignent des sources mainstream. Si c'est vrai, c'est très grave. Et ici, ils parlent d'une loi au Nicaragua qui vise à criminaliser la propagation des fake news. Et selon eux, je cite, « Étant donné la nature politique et imprécise du terme fake news, une telle loi risque d'être utilisée pour augmenter la répression politique. » Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sérieusement, le niveau de culot et de deux poids deux mesures, ça me termine. Quand nous, on s'attaque aux fake news, c'est un travail indispensable à la démocratie, mais quand c'est les autres, c'est de la répression politique. Mais ce qui est très important, c'est que tout ce beau travail n'est pas juste une production théorique. Ça se transforme en une pratique concrète dans des médias, voire des réseaux médiatiques internationaux financés en partie par l'USAID, comme le réseau Internews. Et par exemple, comme le souligne RSF lui-même, l'USAID était le principal financeur des médias en Ukraine. Mais là aussi, c'est bien évidemment pour garantir leur indépendance et leur neutralité, parce que comme chacun sait, les États-Unis n'ont jamais été impliqués dans le conflit en Ukraine. Bref, je vais terminer cette partie par une dernière clarification. Le vrai problème de ces gens et de leur approche de l'information, selon moi, c'est pas leur inquiétude face aux fake news, ça à mon sens c'est légitime. Il y a un réel phénomène de désinformation dont une partie peut en effet venir de pays comme la Russie ou la Chine. Mais le premier gros problème, c'est de décrire ce phénomène comme une lutte manichéenne de la vérité contre le mensonge, alors qu'il s'agit d'une guerre de l'information qui est un élément des rivalités géopolitiques du moment. Et ça, c'est la manifestation d'un niveau assez avancé de fausse conscience. Mais je garde la suite de ce raisonnement pour le prochain épisode, dans lequel je reviendrai plus en détail sur ces réseaux de médias et les gens qui sont derrière. Promis, je vais essayer de pas trop tarder à le sortir. Mais bon, maintenant qu'on a tout ce contexte, il y a une question légitime qu'on peut se poser. Ça rime à quoi tout ce cirque de l'administration Trump avec l'USAID ?
Comme je l'ai expliqué jusqu'ici, l'USAID est en réalité une des armes d'ingérence politique du gouvernement états-unien. Mais du coup, si Trump essaie de la démanteler, est-ce que ça fait de lui un anti-impérialiste qui cherche à libérer les peuples que son pays a opprimés jusqu'à maintenant? C'est non. Bien évidemment, Trump ne se place pas du tout dans cette optique. Il suffit de voir les raisons qu'il expose lui-même dans sa logique d'America First. Il est hors de question que son pays finance des aides pour des étrangers, ils peuvent bien se démerder s'ils veulent survivre. Et au passage, il saupoudre le tout de quelques fake news homophobes ou transphobes parce que, pourquoi se priver? Au final, il s'attaque pas du tout aux pratiques d'ingérence de l'USAID, mais seulement aux quelques effets de bord positifs qu'elle peut avoir à court terme. Mais quand même, ça semble être beaucoup de bruit de sa part pour pas grand chose. Comme je le disais plus tôt, le budget de l'USAID représente moins de 1% du budget fédéral, et en plus, c'est en réalité un bel investissement pour le maintien de l'impérialisme. C'est pour ça qu'à mon sens, tout ça n'est qu'un des symptômes du changement structurel que va prendre la forme de l'impérialisme sous Trump. En résumé, Trump continue largement la pratique de l'impérialisme, mais il la débarrasse de son maquillage pseudo-humanitaire. En 1947, le célèbre diplomate américain George Kennan écrivait « Le jour n'est pas loin où nous allons devoir nous positionner en termes de rapport de force pur, et moins nous serons alors bridés par des slogans idéalistes, mieux nous nous en trouverons. » Pour moi, c'est avec cette logique que Trump veut renouer. Enlever les gants et revenir à une expression plus brutale et directe de l'impérialisme qui joue de manière crue avec des rapports de force très concrets, voire des menaces explicites pour maintenir sa domination. Et la séquence d'humiliation de Zelensky à la Maison Blanche devant les caméras du monde entier n'en est qu'un des premiers exemples. Bref, le monde bouge très vite et va falloir essayer de suivre. Donc moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, je retourne taffer et je vous dis à la prochaine. The idea was to build up a large social network through targeted text messages, and later to push messages which USAID hoped would encourage dissent. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia, ese instrumento que todavía tiene una mentalidad de dominación